Bienvenue à toutes et tous. J'espère vous rencontrer bientôt, mais cette année sera très particulière pour nous tous et ce n'est peut-être pas la dernière fois que nous communiquons ainsi par vidéo interposée. Je m'appelle Aude Leblond, je suis maîtresse de conférences en littérature du XXe siècle et je suis responsable de la licence de lettres que je vais vous présenter maintenant. Vous avez choisi d'entrer dans le monde des adultes par la porte de la littérature. Excellent choix, vous pouvez nous faire confiance, ce sera un beau voyage et vous pouvez être certain qu'il vous mènera de surprise en surprise. C'est quasiment une nouvelle discipline, voire plusieurs nouvelles disciplines que vous allez découvrir avec nous. Je voulais vous donner comme exemple pour commencer la découverte de la langue française telle qu'on l'enseigne à l'université et qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'on faisait au collège. Et je vous en ai préparé un petit échantillon qu'on va aller récupérer sur YouTube. Autrice, c'est moche. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Autrice, c'est un mot bizarre, c'est pas très joli, ça ne sert à rien, ce serait une invention de féministes un peu désœuvrées qui inventeraient des mots qui n'existent pas dans la langue française et qui sont inutiles. Mais en réalité, quand on y pense, autrice est tout à fait régulier. Ça vient du latin autrice, ça se forme comme actrice. On dit bien un acteur, une actrice, un instituteur, une institutrice, pourquoi pas un auteur et une autrice. Alors justement, pourquoi on ne dit pas une acteur et on dit une auteure? Tout simplement parce que le mot autrice a été attaqué de façon virulente depuis le XVIIe siècle, mais il existait encore dans les dictionnaires du XIXe, donc ça a pris un certain temps jusqu'au moment où il s'éclipse parce qu'il a été tellement attaqué qu'on a fini par cesser de l'utiliser. Et pourquoi il a été attaqué? Tout simplement parce que le fait d'avoir un mot qui désigne une chose, donc des femmes qui écrivent des œuvres littéraires, était quelque chose, une notion qui était trop dérangeante parce que ce domaine devait rester réservé aux hommes. Donc c'est tout simplement pour empêcher les femmes de se projeter symboliquement dans l'occupation d'autrice que ce mot a été attaqué et qu'on a conseillé aux gens de ne pas l'utiliser parce que c'était quelque chose de saugrenu. Donc c'était l'objet qui était attaqué et non pas le mot. Mais le mot a fini par s'éclipser à peu près à la fin du XIXe siècle complètement, et on l'a redécouvert grâce à Aurore Evin en 2008 très précisément, donc c'est une redécouverte récente et il a été réinvesti et réutilisé depuis. Et pour les personnes qui disent que le mot Voilà pour ce petit aperçu. Sur cette vidéo, vous avez pu rencontrer Maria Candéa, notre directrice de département. Maria et moi-même appartenons à la nouvelle espèce de professeurs que vous rencontrerez cette année. On nous appelle les enseignantes-chercheuses. À la faveur de nos activités de recherche, nous tentons de nous maintenir à la pointe des savoirs que nous enseignons. Et les gens que vous entendrez cette année, des plus jeunes qui sont en doctorat aux plus chevronnés, sont les spécialistes les plus avancés de leur domaine. Notre formation se centre autour de 3 disciplines complémentaires, la littérature, la linguistique française et les études latines. C'est un cursus ambitieux et très ouvert. Il est ancré dans les textes anciens, mais aussi tourné vers le monde contemporain, ses problématiques politiques, de genre, interculturelles. Il est destiné à vous faire vous interroger sur la place et l'utilité de la littérature pour réfléchir à ce monde que vous habitez. Il est aussi attentif à la diversité des savoirs et des méthodes. Il pratique les croisements avec les arts, le théâtre, le cinéma, la musique, mais aussi d'autres disciplines comme la sociologie, l'histoire ou la psychanalyse, les cultures numériques, les littératures d'autres langues et d'autres aires géographiques. Donc vous le savez déjà, c'est un enseignement à 2 volets. Vous avez une majeure de 14 heures qui concerne la littérature française et l'histoire de la langue, du latin à la linguistique, et une mineure qui vous fera voyager 4 heures par semaine dans une autre discipline. Alors pour arriver à vous repérer dans ce cursus bifide, en quelque sorte, ce cursus à 2 faces, il faut vous référer à cet instrument indispensable de l'étudiant de L1 qui se situe quelque part entre la Bible et l'officiel des spectacles et que vous avez déjà reçu en pièce jointe vendredi, qui est disponible sur internet à tout moment, que vous pouvez retrouver facilement en tapant brochure Université Paris 3 licence lettres et hop, ça sort. Et que vous aurez aussi en version papier le jour de la pré-rentrée. Et donc dans cette brochure, vous avez le détail de tous les enseignements avec des petits résumés qui vous donnent envie et des petits conseils de lecture. Et vous avez notamment, je vous invite à vous y reporter, page 11, le détail des enseignements de la majeure, et vous avez le détail des enseignements de toutes les mineures, parce qu'il y en a quand même 8, plus la double licence philo-lettres, ça c'est à partir de la page 42. Mais en gros, si vous recoupez toutes les infos que vous avez sur la brochure, vous pouvez
prendre conscience de l'éventail complètement étourdissant de possibilités de cours que vous pouvez prendre. Et personnellement, je lis ça avec un plaisir immense, proportionnel au temps de confection de la brochure, qui lui aussi est immense d'ailleurs. Donc, gardez bien ce vade-mecum avec vous, où j'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi quelque chose qui va vous aider énormément, c'est la page 7. Dans la merveilleuse page 7, il y a un petit glossaire, un lexique, qui vous apprend à déchiffrer tous les sigles mystérieux qu'on utilise à l'université, à commencer par l'UE, unité d'enseignement, qui veut simplement dire un cours. Mais vous verrez, il y en a plein et il y a de quoi parfois être un petit peu étourdi. Donc, je précise juste que la double licence philo-lettres n'est pas dans le système majeur-mineur. En fait, c'est une double licence, elle a 2 majeurs. Donc, il faut prévoir plus d'heures de cours, plutôt 25, alors que dans les cours avec majeur, et dans les options avec mineur, par exemple, comme professeur des écoles, FLE, vous aurez plutôt une vingtaine d'heures de cours. Ce qui peut vous paraître peut-être pas tant que ça. Mais il ne faut pas vous y tromper, chaque heure de cours que vous prendrez à l'université sera doublée par au moins 1 heure de travail personnel à la maison, parce qu'il y a énormément de lectures à faire. Vous aurez au moins 50 pages de texte entre les œuvres au programme, les textes de la brochure et parfois des textes d'appui qui sont donnés d'une semaine sur l'autre. Au moins 50 pages à lire de votre côté d'une semaine sur l'autre pour pouvoir suivre les cours. Donc ça va vous demander vraiment un investissement très lourd en temps et en énergie, beaucoup plus que ce que vous avez pu connaître au lycée. Il faudrait également que vous prépariez à l'avance les exercices. Souvent, les cours de littérature sont fondés sur un système d'exposé, donc chaque étudiant prend en charge un exposé. Mais évidemment, si vous arrivez en cours sans avoir lu le texte, sans avoir vous-même préparé l'exposé ne vous servira pas à grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de confronter votre propre interprétation avec celle qu'a pu proposer ou que pourra proposer votre camarade, que pourra proposer votre enseignant. Donc, un cursus exigeant, certes, mais qui est contrasté habilement par le fait que vous pourrez rendre tout le monde jaloux en expliquant que l'essentiel de votre travail consiste quand même à lire des livres, aller voir des pièces de théâtre, aller au cinéma, écouter des chansons, rêvasser en lisant des poèmes. C'est vraiment une dure vie, la vie d'étudiant de lettres. Et en plus, il faut savoir que vous aurez un allié essentiel dans cette quête culturelle que vous allez entamer, qui est le service d'action culturelle, qui est situé bureau 18 au rez-de-chaussée, qui a toutes les places possibles à des tarifs ridicules pour un nombre de spectacles absolument étourdissant. Donc n'hésitez pas à leur rendre visite, ils sont toujours actifs, il faut prendre rendez-vous avec eux. Mais c'est vraiment vos alliés principaux, disons, dans l'aventure culturelle que vous allez entamer. Donc, bien sûr, même si notre but, c'est de vous amener du statut d'élève au statut presque de chercheur, ce que vous pourrez faire en master, vous aurez besoin d'aide, vous aurez besoin d'appui. Et donc, le premier conseil que je dois vous donner, c'est d'appuyer les uns sur les autres, de ne pas hésiter aussi à solliciter vos enseignants, de maintenir le contact, de créer des groupes Facebook en fonction de votre mineur, en fonction de votre bloc, c'est-à-dire en fait de votre classe, et de ne pas, en tout cas, laisser les soucis s'installer. Vous aurez besoin de développer de nouvelles méthodes, vous aurez besoin de découvrir des choses dont vous n'avez pas idée, et nous sommes là pour vous guider, donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Alors, en plus, vous savez que nous avons une situation très particulière parce que vous ne pourrez venir à l'université qu'une semaine sur 2, de manière à pouvoir respecter les mesures barrières. Donc, il y aura du gel hydroalcoolique disponible, il faudra laisser une chaise sur 2 vide, les fenêtres sont ouvertes, et aussi, bien sûr, il y aura le port du masque obligatoire pour tous les enseignants et tous les étudiants. Donc, pour ne pas trop se perdre dans ce maquis, il va y avoir un système d'alternance par semaine en fonction de si vous êtes né un jour pair ou un jour impair. Donc ça, c'est un sacré bazar, et il y a une chose que vous devez faire, c'est aller télécharger, et je vais vous montrer rapidement comment faire, aller télécharger le calendrier universitaire sur le site de l'université. Donc, ça n'est pas bien difficile, hein. On lui demande calendrier universitaire Paris 3 2020. Voilà. On arrive sur le site de l'université, et là, vous avez ce calendrier minuscule auquel on ne voit rien, mais il suffit de le télécharger. Et vous voyez que sur ce calendrier, vous avez du bleu et du orange. Donc, la semaine bleue, c'est la semaine impaire. Si vous êtes né le 25 décembre,
c'est le moment où vous allez en cours. La semaine orange, c'est la semaine paire. Si vous êtes né le 4 août, c'est le moment où vous allez en cours. Et donc, vous voyez que la première semaine de la rentrée, par exemple, est réservée aux étudiants nés un jour impair, et ainsi de suite. Bon, mais bien sûr, sur le calendrier, il y a beaucoup d'autres événements très importants. Ne pas oublier de s'inscrire pour les rattrapages, par exemple, savoir quand sont les vacances, pas au même moment que dans le secondaire, etc. etc. Donc ça, c'est un outil vraiment indispensable. Je vous conseille de l'imprimer, de l'afficher partout chez vous. Ça ne pourra pas faire de mal. Alors, du coup, ça veut dire qu'il y a une semaine où vous serez à l'université en présence et une semaine où vous serez à distance. En fonction des cours, le fonctionnement sera un peu différent. Soit vous pourrez à distance suivre le cours en simultané, soit vous pourrez le réécouter après, soit vous pourrez lire un support de cours qui le remplacera, soit vous aurez d'autres exercices à faire en ligne ou d'autres lectures à faire à distance. Ça va s'organiser un petit peu différemment en fonction des cours. Donc pour ça, il faut vous rapprocher de vos enseignants quand vous les rencontrerez. Mais sachez que votre assiduité est plus que jamais indispensable, qu'elle est prise en compte dans l'évaluation et que donc, bien sûr, il n'est pas question de se dire que cette situation particulière va vous empêcher d'étudier. Ça n'a pas été le cas l'an dernier et ça ne sera pas plus le cas cette année. Donc, quel est notre but ultime avec cet enseignement? C'est que petit à petit, plus aucun texte ne vous résiste en fait. C'est qu'à force d'avoir pratiqué les exercices, l'explication, la dissertation, à force d'avoir développé vos analyses, vous compreniez face à un texte non seulement les intentions, mais aussi les sous-entendus. Vous compreniez pourquoi un texte vous émeut, pourquoi il vous fait rire, pourquoi il vous agace, pourquoi il vous touche. Et bien sûr, si vous savez faire ça avec un texte, vous saurez le faire avec un discours politique. Par exemple, vous pourrez dire pourquoi Emmanuel Macron a utilisé la métaphore de la guerre pour désigner l'épidémie dans l'intervention télévisée qui a annoncé le confinement. Vous saurez aussi le faire avec un scénario de film, un article de journal, un podcast, bref, avec toute la parole qui circule autour de nous en continu. Donc, notre but, bien sûr, c'est de vous faire acquérir une large culture générale, mais c'est aussi d'affiner votre esprit critique, de vous faire acquérir une bonne rigueur dans l'argumentation, des qualités de rédaction qui feront que vous pourrez toujours mettre en valeur votre point de vue dans une situation professionnelle. Vous pourrez vous exprimer avec une grande facilité, à l'écrit comme à l'oral. Vous aurez un profil généraliste, mais qui aura à la fois du recul, une certaine hauteur de vue et une rigueur analytique. Donc, vous pourrez d'ores et déjà avoir en tête nos débouchés. Il est très rare que les étudiants de la licence s'arrêtent à la licence. Vous continuerez soit en master recherche, soit en master enseignement, soit en école de journalisme, en master pro d'édition, à Sciences Po, au CELSA, en école de com. Vous pourrez passer les concours de professeurs des écoles, le CAPES, l'agrégation, les concours des bibliothèques, les concours administratifs de la fonction publique. Vous pourrez travailler dans le domaine des relations interculturelles, enseigner le FLE à l'étranger. Le FLE, c'est le français de langue étrangère, pour ceux qui ne le savent pas encore. Bref, les possibilités sont infinies. Et pour ça, il faut que je vous envoie dans un autre endroit qui est le service d'information et d'orientation, le SIO, qui est au bureau 2, dans le bâtiment central, et qui pourra vous donner de plus amples informations sur les formations et les débouchés. Bien. En attendant, j'imagine que vous avez la tête un peu bourdonnante de questions et je vais maintenant vous indiquer vers qui diriger ces questions. Donc, voilà, je vous présente votre première personne ressource, c'est votre secrétaire pédagogique, Alexandra Burlot. Elle est au 4e étage, vous pouvez aller la voir, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui écrire. C'est elle qui résout tous les problèmes qui sont liés aux inscriptions, aux emplois du temps, aux notes, tous les aspects administratifs de votre année de L1. Deuxième personne ressource, Marie Sorel, qui est responsable de la L1. Elle est responsable notamment du cours Aide à la réussite, un cours hebdomadaire qui assure une transition entre le lycée et l'université et vous aidera à acquérir des réflexes indispensables pour la suite de la scolarité. C'est une UE qui est validée, un cours qui est validé par la régularité et l'assiduité, quel que soit votre niveau. Et ça fait partie des nombreux dispositifs qui sont mis en place pour vous aider, comme le fait que dans la licence de lettres, vous n'avez pas de cours magistral. On privilégie les petits effectifs et la prise de parole, les interactions. Vous avez un système de bloc qui ressemble à un système de classe, mais n'est pas contraignant. Vous partagez certains cours avec les étudiants de votre bloc. Comme ça, vous pourrez travailler en équipe, mais parfois vous êtes aussi mélangés. Et vous avez aussi, depuis cette année, un directeur ou une directrice d'études, qui est aussi un de vos enseignants, qui sera en charge de votre bloc et qui sera chargé de signer avec vous en début d'année un contrat pédagogique et pourra après vous suivre et répondre à vos questions, vous aider dans vos difficultés tout au long de l'année.
Alors, l'université comporte donc un certain nombre de lieux et d'instances qui sont là pour vous aider. Alors, je vous ai déjà parlé du service d'action culturelle, celui où il y a tous les billets de théâtre pour pas cher et d'opéra aussi, au bureau 18. Vous avez le bureau d'orientation, bureau 2, donc les deux sont au rez-de-chaussée dans le bâtiment principal. Vous avez le CRUS auquel vous pouvez vous adresser pour les questions de bourse et d'hébergement, bureau 222. La mission handicap qui, elle, gère toutes les situations, par exemple 10, tout ce qui est difficulté de concentration, si vous avez un problème médical qui vous empêche de travailler, ils peuvent vous fournir des notes prises par d'autres étudiants, ils peuvent vous allonger vos temps d'examen, enfin, il y a vraiment plein de possibilités, donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et vous avez la mission réussite étudiante au bureau 518 qui organise des stages. Pour ça, il faut regarder sur le site de l'université, ça a lieu à différents moments pendant l'année. C'est des stages pour devenir étudiant, réussir en licence, vous entraîner à la prise de parole, vous entraîner à la gestion du stress, vous apprendre à préparer un examen, etc. Alors moi aussi, je suis une personne ressource en tant que responsable de licence, mais vous aurez affaire à moi plutôt pour d'éventuelles questions de réorientation. Si vous voulez changer de majeur, c'est possible, de mineur, pardon. C'est possible de le faire à la fin du premier semestre ou à la fin de l'année. Il y a un nombre de places limité, votre dossier est examiné par une commission. Sachez que même si votre mineur vous déplaît fortement, vous devez absolument aller passer tous les examens parce que ce sera pris en compte dans votre demande. Il faut absolument que vous n'ayez aucune absence pour qu'on vous autorise à vous réorienter. C'est aussi à moi que vous vous adresserez si vous avez besoin d'un passage en conditionnel dans l'année suivante. Si vous n'avez pas tout validé, je peux décider de vous laisser passer en vous laissant des cours à rattraper. Ça, on n'en est pas encore tout à fait là. Enfin, pour les problèmes les plus épineux, on vous adressera à Maria Candéa, qui est la directrice de notre département de langue et littérature française. Le TER a été mis en place au cas où vous ressentiriez des symptômes. Donc, que faire dans ce cas-là? Se rendre immédiatement à la médecine préventive, ou leur passer un coup de téléphone, ou leur écrire, ou les trois, et ils pourront vous orienter sur les démarches à accomplir en fonction de ce qui se passe. Voilà, j'en arrive à la fin de mon intervention, et maintenant, vous allez pouvoir vous adresser aux personnes qui sont là pour vous accueillir et leur poser vos questions. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'attends vraiment avec impatience, comme tous mes collègues, de vous rencontrer. Nous vous verrons à la pré-rentrée et nous vous verrons également au début des cours. Bonne journée à tous.